Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Accès Direct. Nous sommes le mardi 10 mars 2020. Au programme ce soir, nous ferons un petit tour du côté du cinéma de proximité, le Parnal, pour tout connaître de son actualité. Focus ensuite sur les livres pour enfants avec le directeur des éditions La Marmotte et un auteur de livres de jeunesse. Et on terminera cette émission avec deux hommes qui ont la main verte et qui vont tout nous expliquer sur les surfaces vivrières. Alors ça y est, vous connaissez le programme de l'émission. Quant au programme du journal ce soir à 18h30, le voilà. Les épreuves de bac de ski ont commencé dans la station des Menuires. Emmanuel Jaude est allé à la rencontre de celles et ceux qui espèrent marquer des points pour obtenir leur diplôme. Et puis nous irons à la découverte du chantier de l'Espérance 3. Il s'agit d'un bateau qui devrait voguer sur le lac d'Annecy d'ici 2021. Mais j'accueille tout de suite mon premier invité, Hervé Clairbout. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, installez-vous. Alors, vous êtes le président de l'association qui gère le cinéma Parnal à Filières. Ce cinéma existe depuis 1886 et vous avez fait de nombreux travaux récemment. De nouveaux sièges, une nouvelle peinture, un écran plus grand. Bref, vous avez presque repoussé les murs. Est-ce que c'était nécessaire ? Ah, c'était nécessaire. Alors, c'était grâce à la mairie qui nous a bien aidés, le CNC. Enfin, il y a eu un vrai partage économique par rapport à ça. Et oui, c'était nécessaire. On a supprimé un rang pour gagner de la place entre les sièges. Donc, ça, c'est sympa pour les gens qui sont grands comme moi, par exemple. Donc là, maintenant, vous n'êtes plus comme ça. Après, bon, vous voyez, on s'est permis des petites fioritures comme ça, l'entrée avec des acteurs, les couleurs. Bon, on a eu la chance d'avoir un architecte, José Villot, pour ne pas le nommer, qui nous a écoutés, qui était venu avec ses idées, et puis ensuite on a discuté, parce que toute l'équipe, évidemment, elle avait à cœur que cette salle nous représente aussi, donc quelque chose de chaleureux, vous voyez, avec des couleurs jaunes, cuir, et puis on a agrandi l'écran. Donc, on a fait en sorte que ce cinéma soit chaleureux, quoi. Alors, quelles ont été les premières réactions des spectateurs habitués de cette salle ? Déjà, ils ont super bien réagi, puisqu'on a éclaté nos scores l'année dernière, déjà, ça faut le dire. Même si c'était une super année pour le cinéma, nous, on a fait plus 40%, alors que sur la France, c'était plus 8%. Donc, il y a ça. Et puis, forcément, vous voyez... Ce qui est intéressant dans un cinéma de proximité, c'est qu'on se connaît, ou pas d'ailleurs, mais on a envie de discuter, on a envie de rester plus tard, parce qu'il y a le cinéma qui est hyper important, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a de la connexion entre les gens. Donc plus 40%, votre cinéma, du coup, se porte très très bien. C'est une On bonne se plaint nouvelle. pas. C'est une bonne nouvelle. Ah oui, mais... Avant, on avait moins de... Ce qui se passe quand même, c'est que sur Filières, il y a eu beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de constructions. Donc, il y a eu un tas de choses qui ont fait qu'on en est arrivé là. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'on se sent soutenu, quoi. C'est-à-dire que la mairie nous soutient, le département nous soutient, on se sent utile. Les gens nous le disent quand c'est bien ou quand c'est pas bien, ou quand ils n'ont pas aimé le film, pourquoi tu as proposé ça Et donc voilà, c'est notre moteur en fait. Alors pour faire fonctionner ce cinéma, vous êtes tous des bénévoles, vous êtes combien ? Donc alors en fait, on est 26 là. Donc 26, sur les 26, on va dire qu'il y a 21 personnes dites d'exploitation. Ça veut dire qu'ils font la caisse ou la projection. Et puis il y a 5 personnes qui s'occupent de tout ce qui est affichage, parce que Filières, c'est 6-7 communes, quoi. Enfin 5 communes plus de limitrophes. Mais vous avez quand même des formations pour faire fonctionner un cinéma, rassurez-moi. D'abord, on apprend sur le tas. Ensuite, moi, il y a bien longtemps, j'ai repris des études. J'ai repassé à CAP, ce qui était assez intéressant. Pour la projection ? Pour la projection, ouais. Et puis, l'année dernière, il y en a un de chez nous qui a passé la dernière année, parce que maintenant, ce CAP n'existe plus. Donc, il y a ça. Et puis, ce qui se passe, quand il y a quelqu'un qui veut venir chez nous, il est 3 semaines en stage. Alors, 3 semaines, c'est le minimum. Ça veut dire que pendant 3 semaines, il va venir... donc imaginons qu'il se dise tiens, je veux faire la projection. Donc il va venir pendant 3 semaines, il va regarder comment ça se passe, il va prendre la main un petit peu, voilà. Il va essayer de comprendre. Puis quand il va se sentir à peu près prêt, on va le mettre en parallèle avec soit un caissier qui sait faire la projection, soit un projectionniste qui sait faire la caisse,
pour qu'il se sente encore à l'aise. Et puis à un moment, il va nous dire ah, ben, c'est bon, je peux. Et ben voilà. Et donc là, il va rentrer dans le carrousel. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que quand on a fini le programme et qu'on a mis toutes les séances, puisqu'on fait en moyenne une séance, 5 par jour, puisqu'on a les scolaires. Donc ce matin, par exemple, je faisais une séance scolaire, donc on a les scolaires, etc. Donc, une fois qu'on a défini tout ça, il y a une personne chez nous qui fait le planning, qui met une personne de caisse, une personne de projection. C'est une grande famille qu'il faut organiser. Ouais. Et puis alors des fois, bon, évidemment, vous dites voilà, moi normalement le samedi 28 mars, je suis dispo, ok. Et puis bon, vous avez un concert qui arrive, vous avez un repas, et ben là, qu'est-ce qui se passe? On envoie un mail à l'équipe en disant là, qui peut me remplacer? Et il y a toujours quelqu'un. Alors, quels sont vos prochains projets? Vos projets du moment? Alors, dans l'habituel, c'est là, au mois de mars, on va avoir quelques soirées débats. Sur quoi? Avec Quel thème? une soirée sur le sexisme. Le sexisme, c'est pas mon genre. On va recevoir le réalisateur, Laurent Sistac, qui va venir de Grenoble. Ça, c'est une projection qui est en partenariat avec l'association Acrera, qui est une association régionale sur des cinémas. Puis, on va travailler autour du libre, c'est-à-dire, vous savez, quand vous faites vos propres graines, maintenant, c'est bientôt, vous n'êtes pas un voleur ou un menteur ou je ne sais pas quoi. Donc, on va travailler là-dessus. On va faire aussi les images hispano-américaines, avec une belle soirée où on va faire C'est très varié, hein. Pardon ? C'est très, très varié, finalement. Ah oui, c'est varié, oui. Et alors, cette soirée-là, ça va être le sandwich Parnal. Ce que j'appelle le sandwich Parnal, c'est un film, on mange un film. Si on regarde bien les photos de la salle, on va voir que devant la scène, là, c'est un revêtement plastique. Parce qu'on mange souvent chez nous. Donc là, on va passer un premier film, puis on va se faire un encas plutôt typé Amérique du Sud. Alors, vous avez plein de beaux projets, Oui. de grands projets. Ce n'est pas le cas de tous les petits cinémas, les cinémas de quartier, comme on les appelle. Est-ce qu'ils sont en voie de disparition aujourd'hui? Nous, on a la chance en France d'avoir quand même le CNC, qui est donc le Centre national de cinématographie, qui a fait beaucoup pour faire en sorte que justement les petits cinémas ne ferment pas. Donc on a les cinémas itinérants, on a les cinémas comme nous, on a aussi des multiplexes, et tout ça, ça fait que le cinéma, c'est quelque chose je pense que le Français est attaché au cinéma. Alors justement, comment est-ce que vous faites pour vous adapter aux multiplexes, aux mastodontes aujourd'hui du cinéma, les multiplexes? Eh bien, on fait pas du multiplex. C'est-à-dire C'est-à-dire que on fait en sorte, d'abord dans nos choix de films, parce que donc nous on se réunit une fois par mois, chacun va défendre son film, et ça peut, donc vous voyez bien, ça peut être des films italiens, asiatiques, français. On cherche à ce que tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus que ça soit un cinéma où c'est du cinéma hyper pointu et tout le monde ne s'y retrouverait pas. Donc on fait en sorte de mettre du film familial, on fait en sorte de mettre du film, bien souvent il est en VO. Une programmation variée voilà. aussi. Donc ça c'est important pour nous. Et puis on fait plein de soirées débats. On fait plein de soirées où, hier par exemple, on avait une soirée Cinépsy avec le film Selfie, surtout sur l'usage du numérique aujourd'hui. Bon, ça s'est fini à 23h30 là, et c'était passionnant. Et ça, on peut le faire parce que on n'enchaîne pas les séances, parce qu'on prend le temps de respirer, parce que aussi on est à la campagne. Hein. À la campagne, on respire. C'est ça qui est important, de prendre le temps, de pouvoir partager, de pouvoir discuter aussi après de ce qu'on a vu. Nous, ce qu'on cherche, c'est que le cinéma, il n'est pas à nous en fait. Déjà, hein, depuis 1986, c'est des bénévoles qui se succèdent. Donc on sait déjà, nous, on ne fait que passer. OK, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il n'est pas à nous, ce cinéma. Physiquement déjà, puisque c'est un bail qu'a signé la mairie, mais en plus, encore une fois, c'est pas à nous. Nous, on cherche simplement à défendre un lieu de convivialité culturelle, de proximité, et donc on veut que comment dire, il faut que nos spectateurs s'y sentent bien, quoi, s'y sentent chez eux. Alors, on a des couettes, on a un tas de trucs qui font que... Comme à la maison. Ouais, comme à la maison. On est comme à la maison. Sauf qu'on a un superbe écran, on a un super son,
Et des bénévoles de qualité qui sont là, effectivement, pour toutes ces programmations. De qualité, je ne sais pas, mais au moins enthousiaste, ce qui est déjà pas mal. Est-ce que vous voulez bien, on passe à notre revue de presse ensemble ce soir. J'ai choisi un article du Dauphiné Libéré qui liste plus ou moins les événements annulés ou reportés dans nos départements. Alors, vous le savez, depuis ce dimanche 8 mars, les rassemblements donc, de plus de 1000 personnes sont interdits pour endiguer la propagation du Covid-19. Conséquence directe du coronavirus, donc de nombreux événements ou leur programmation sont supprimés. Parmi eux, on retrouve tous les carnavals annéciens, à commencer par le célèbre carnaval vénitien. Il n'aura pas lieu cette année. Des concerts sont également annulés, comme celui de Patrick Bruel, prévu à Albertville le 12 mai prochain. Alors que les fans se rassurent, Patrick Bruel reviendra à Albertville et ce sera en septembre. On pense aussi à l'édition 2020 de la Matagaz à Thonon-les-Bains. Elle aussi donc, est victime du virus. Le Tour du monde du manège à Chambéry, prévu le 21 mars, aussi annulé. Tout comme de nombreuses compétitions sportives. Bref, la liste est très très longue. Vous avez peur, vous, de voir votre cinéma impacté ou pas? Pourtant, je n'ai pas le bon âge. Hein. Non, je n'ai pas peur du tout. Non, je n'ai pas peur parce que... pour l'instant, certes, c'est une épidémie, mais bon, ça reste quand même assez lointain. Ensuite... Et puis, vous n'avez pas vu non plus de baisse de la fréquentation? Non. Non. Dimanche dernier, on a refusé du monde pour marcher avec les loups, vous voyez. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore impacté. Bon, après, on a 112 places, hein. C'est-à-dire que nous, on n'a pas 3000 places. Ça devrait aller. Le temps, quand ça arrivera chez nous, non, pour l'instant, non, on fait juste attention, quoi. C'est-à-dire qu'il faut quand même aussi... C'est-à-dire que moi, personnellement, par rapport à ça, c'est pas tellement soi, c'est les autres où il faut faire attention. C'est-à-dire ceux qui sont fragiles. Bon, donc ça veut dire quoi? On essaye de garder des distances, voilà, des choses respecter les règles, effectivement. Voilà, qui sont des règles de bon sens. Voilà. Et puis, surtout pour les autres. Surtout pour les autres. Merci beaucoup d'avoir accepté en tout cas notre invitation. Et puis longue vie au cinéma de proximité. Grand Dieu. Oui, ça, il faut absolument que ces cinémas continuent de vivre pour qu'il y ait une diversité. Parce que ça, c'est fondamental, parce que le cinéma, c'est une école de vie aussi. Eh bien, j'espère que le message est passé en tout cas ce soir. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse rejoindre la régie. J'accueille tout de suite mes prochains invités, Jérôme Vincent et Jean-Laurent Del Scoro. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous installer. Vous êtes respectivement directeur des éditions La Marmotte et auteur de livres pour jeunesse. Qu'est-ce que c'est les éditions La Marmotte? Je veux tout savoir. On vous en a apporté. Alors, en fait, historiquement, nous sommes d'abord les éditions Actu-SF. C'est une maison d'édition qui a 20 ans, 250 titres au catalogue, qui est diffusé un petit peu partout en France, en Belgique, au Québec, en Suisse. Bien installé. Dans le monde entier. On publie déjà Jean-Laurent Del Socorro. On est basé, nous, à Chambéry depuis une dizaine d'années. Et on se disait quand même que la Savoie a un terreau, et la Haute-Savoie un terreau formidable en termes d'histoire, d'historique, et plein de choses à faire là-dessus. Et en discutant avec Jean-Laurent, on s'est dit, on ferait bien quand même des livres jeunesse. Il se trouve qu'on en fait déjà par ailleurs. Mais pour les distinguer de notre production habituelle, on s'est dit on va monter un label, une maison d'édition qui s'appellera les éditions de la Marmotte. On s'associe avec une maison d'édition qui s'appelle la Fontaine de Siloé, qui nous emmène un petit peu partout dans les points de vente en Savoie. Et puis on a dit chiche. Et puis voilà, c'est parti. On a rajouté une troisième larronne, Nadia Coste, pour nous aider, qui a une grosse expérience en jeunesse. Elle a une trentaine de livres dans la littérature jeunesse, donc elle nous permettait de savoir un certain nombre de choses et nous apporter pas mal d'infos. Et puis c'est parti il y a un an, maintenant à peu près. Oui, un an déjà, oui, tout à fait. Une grosse année. Alors moi, je veux savoir du coup de quoi parlent ces superbes livres que vous nous avez ramenés. C'est donc sous le label édition de la Marmotte que vous avez publié votre livre Château en flammes. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu cette histoire? J'ai envie d'être bercée ce soir. Donc le Château en flammes, en fait, c'est le démarrage de cette fameuse série Les Chevaliers de la Raclette. Donc on a co-imaginé avec Nadia Coste. Donc on a les deux premiers titres, donc Le Château en flammes que j'ai écrit et La Montagne brisée, écrit par Nadia Coste, ont été pensés en même temps. Donc à la fois un peu comme une série télé en deux parties.
Et qu'est-ce que ça va être? Ça va être 6 enfants qui se retrouvent tous les mois via leurs parents pour une soirée raclette ou une soirée fromage. Donc 6 savoyards ou 6 hauts savoyards. Exactement, exactement. Très représentatif d'un peu partout. Il y a le Maurianais, le Tarentais, le Beaujus. On se retrouve forcément dans les 6 personnages. 3 garçons, 3 filles. Important, on voulait aussi l'équilibre garçon-fille dans cette équipe. La parité. La parité. Et au cours d'aussi une soirée, ils vont trouver dans la cave de la soirée un passage qui les emmène dans le passé. Et ils vont se rendre compte qu'ils vont peut-être pouvoir influer des choses. Donc sur le récit du château en flammes que j'ai fait, qui marque un peu le début des aventures, c'est l'incendie du château des Ducs de Savoie, où des gens ont été blessés, ils vont essayer de faire en sorte que ce ne soit pas brûlé. Il y a aussi un autre élément important, il y avait le Saint-Suaire à l'époque à Chambéry, et ils vont essayer de faire en sorte que le Saint-Suaire ne soit pas brûlé, comme historiquement il l'a été au cours de cet événement. Donc des éléments historiques, de patrimoine aussi, c'est ça la recette? C'est exactement ça. On prend un élément historique fort de la Savoie ou de la Haute-Savoie et on fait le lien avec l'aventure. Pour la montagne brisée, par exemple, c'est évidemment la chute du Granier qui a été un événement très important avec cette montagne qui s'effondre et ces mythes et ces peurs que les gens ont connues à l'époque. Alors pourquoi est-ce que vous vous êtes tourné vers l'édition de La Marmotte pour votre livre, vos livres avec Nadia Coste? Eh bien parce que c'était un partenariat qui me semblait évident. Je suis édité par ailleurs, moi je suis auteur de romans historiques, de fantaisie historique, donc le partenariat était assez évident. C'est vrai que moi j'étais pas du tout dans la dimension jeunesse, c'est mon premier essai. Et c'est vrai que là, je me suis senti doublement. Déjà parce qu'il y avait Nadia Coste dans la boucle. Donc j'avais une marraine très expérimentée là-dessus. C'est vraiment une grande autrice jeunesse. Et d'autre part, parce que au niveau de cette aventure-là, moi j'habite à Chambéry. J'avais envie de parler de la région que je connais bien. Voilà. Alors quels sont les enjeux aujourd'hui du livre jeunesse? En fait, il faut comprendre que sur la littérature, c'est un des secteurs les plus dynamiques. Contrairement à ce qu'on croit, les enfants lisent et ils lisent aussi beaucoup. Ouf. Et ils lisent aussi beaucoup parce que c'est pas mal les parents qui achètent. Et puis l'école aussi fait tout un travail d'accompagnement là-dedans. Nous, ça nous intéresse pas tant pour le renouvellement de lectorat, mais parce que c'est des livres qui nous amusent à faire. Nadia, comme moi, on est parents aussi, donc il y a une proximité avec nos propres enfants. Et puis c'est aussi une manière, c'est un créneau qui n'était pas trop exploité en Savoie. Il y a les éditions Boule de Neige qui sont plus sur de l'album. Là, on vise des enfants qui ont entre 8 et 12 ans, donc fin primaire, début collège. C'est vraiment les premiers pas de la lecture. D'ailleurs, on a pensé une police de caractère pour les enfants dyslexiques, pour qu'ils puissent eux aussi avoir accès véritablement au livre. Voilà, un secteur dynamique, et puis il n'y a rien de mieux que de voir des enfants qui prennent vraiment le livre à cœur. Nous, on fait beaucoup de salons, on a pas mal de retours des lecteurs, mais alors les enfants, c'est vraiment le top, quoi. Et un élément important aussi, on a évidemment pensé au lectorat, on a pensé aussi à ceux qui accompagnent cette lecture, les médiathèques, les enseignants, puisque dans le Château en flammes, il y a une enseignante qui nous a fait un mini-dossier pédagogique à direction ou des CM2 ou des 5e, parce qu'il y a des thématiques en commun sur les programmes, voilà, pour rendre accessible, pour donner une envie aussi de travailler. Donc c'est pas très forcément. complet, Complètement. Est-ce que vous avez vu différents thèmes aujourd'hui dans le livre jeunesse émerger ou au contraire disparaître? Je crois que comme toute la littérature, elle n'est pas du tout en dehors de la société. Il y a plein de thématiques sociétales, que ce soit la parité, l'équité, les questions d'éducation. Il y a un gros travail, il y a une grosse réflexion, toute la question de la diversité aussi et de la mixité. Et je trouve que les auteurs et les autrices jeunesse s'en emparent de plus en plus dans leurs réflexions. On a de plus en plus d'héroïnes, on a de plus en plus d'héroïnes à la peau noire, par exemple. Et c'est très... C'est représentatif d'un mouvement c'est sociétal non seulement, aussi. ouais, et c'est plein de Complètement, vitalité en complètement. permanence, quoi. Si c'est un des secteurs les plus dynamiques, c'est pas un hasard. Et c'est vraiment très intéressant de voir comment la littérature elle est en prise avec la société aujourd'hui. Il y a des thématiques, pour compléter ça, il y a des thématiques qui sont très précises, qui apparaissent. Je pense notamment au harcèlement ou la violence scolaire, des choses
très définis, qui sont de plus en plus débattus. Et c'est important, c'était des thématiques qu'on tournait autour. Et là, depuis quelques années, c'est vraiment au cœur de récits jeunesse. Donc s'il y a un message ce soir, c'est les enfants, il faut lire, il faut lire, Mais et oui, il faut mais oui, lire. au contraire, au C'est contraire. ça. Merci beaucoup, merci à tous les deux en tout cas d'avoir accepté Merci. notre invitation ce soir sur le plateau d'Accès Direct. Et puis longue vie à vos ouvrages, longue vie à la marmotte. Grand merci à vous. Merci. Je vous récupère juste le micro pour mes prochains invités. Voilà, super. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner la régie et on passe maintenant à notre chronique jardinage avec Hugues de Vries. Hop, c'est qui n'a pas de micro? C'est vous. Bonsoir Clémence. Vous êtes donc le permaculteur du château de Menton-Saint-Bernard. Tout à fait. Et vous êtes venu accompagner, pour le coup, ce soir, de Benjamin Doué, formateur au Centre de formation des métiers de la montagne à Thônes. C'est bon pour l'instant? Tout Parfait. va bien? Super. Alors, en plein cœur de l'Ivière, comment est-ce que ça se passe au château de Menton-Saint-Bernard? Alors ça se passe très bien, parce qu'en fait le potager du château de Menton a 3 missions, celle de produire fruits et légumes et plantes médicinales. Alors, en hiver, comme on n'a pas de serre, il ne se passe pas énormément de choses. Par contre, on propose des formations, des stages, et la 3e activité du potager, c'est des séminaires d'entreprise. Donc ces 2 dernières activités-là, elles fonctionnent toute l'année. Donc assez dense l'activité. Alors, vous avez choisi de travailler en collaboration. Pourquoi? On a choisi de travailler en collaboration parce que je pense qu'on se regroupe sur des valeurs. Nous, par rapport à l'école, des valeurs de travail sur le territoire, des valeurs autour de l'environnement et puis dans la transmission du savoir et du savoir-faire. Alors pour ce qui me concerne dans l'aménagement paysager et puis vraiment tout ce qui est autour de cette valeur de l'environnement. Alors, ce soir, avec vous, on va notamment parler des surfaces vivrières. Qu'est-ce que c'est? Là, c'est un très, très grand point d'interrogation pour moi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le temps, ce château avait des surfaces vivrières. Alors qu'est-ce que c'est? On va en parler. C'est une surface potagère, c'est une surface de production de biens de consommation en fait. Donc il y avait des vignes il y a un siècle, elles ont été réinstallées il y a 2 ans. Il y avait des potagers vivriers, donc pour nourrir les habitants du château et plus. Et tout ça a disparu et depuis 3 ans, là, j'ai proposé au château de réinstaller en fait toutes ces surfaces-là. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et là, on est venu avec Benjamin ce soir vous parler d'une de ces surfaces qui nous a posé particulièrement de problèmes, c'est la reconquête de la face sud-ouest du château de Menton. On va y arriver. C'est vraiment une bataille, c'est très épique. Ça a été une bataille, effectivement. oui, c'était une bataille. Qu'est-ce que les jeunes du centre de formation peuvent apporter à ces activités? Comment est-ce qu'ils prennent part à ces activités-là? Alors en fait, nous, au centre de formation, on a des petits locaux. Donc pour conduire un bac pro aménagement paysager, on n'a pas vraiment de terrain de pratique. Il faut de l'espace. Il faut de l'espace. Donc le château de Menton nous apporte déjà cet espace qui est à 10 minutes de route de notre établissement scolaire. Donc c'est déjà un super avantage. Et puis du coup, les jeunes amènent une main-d'œuvre pour le château, mais une main-d'œuvre dans un sens pédagogique. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'objectif de rendement, on n'a pas d'objectif comme une entreprise pourrait avoir. C'est des jeunes qui sont tous en alternance, tous en stage dans des entreprises, mais ils n'ont pas les mêmes objectifs sur ces chantiers-là. C'est des chantiers écoles où on essaye de réinstaurer des nouvelles pratiques dans l'aménagement paysager. Et du coup, le château s'y porte très bien. Alors, on a commencé à en parler, la bataille du château de Menton, la géographie effectivement du territoire du château de Menton, son relief très pentu, ça a rendu difficile tout votre travail? En fait, cette dernière parcelle à conquérir, c'était une friche justement parce que quasiment impossible à entretenir. Et du coup, j'ai fait le pari avec Benjamin de reprendre cette parcelle-là pour en faire un verger à multivocation et du coup c'est un formidable atelier pédagogique pour ton équipe et à la fois c'est un vrai enjeu pour le château parce que c'est une parcelle qui est assez visible et puis qui pourrait être un vrai à fort potentiel pour les visiteurs du château si on réinstalle quelque chose dedans. Vos jeunes s'en sont bien sortis sur ces pentes? Alors nos jeunes s'en sont bien sortis, ils ont l'avantage d'être en biqualification chez nous. Du coup, ils préparent des métiers sportifs liés au domaine de la montagne.
Et puis on a pas mal de compétences internes dans l'établissement. Donc pour aller travailler sur ces zones très pentues, on a pu, à l'aide d'un collègue qui est guide de haute montagne, installer des points d'ancrage pour qu'on puisse encorder les jeunes et les faire travailler en sécurité sur ces zones très raides, quoi. C'était mieux que de le faire vous-même, Hugues, d'envoyer les Bah, jeunes? j'ai quand même essayé au départ et j'ai vite vu que j'étais assez dépassé par les événements. Alors, la première étape pour la mise en place de cette surface vivrière, c'est de défricher manuellement. Ça se passe comme ça au début. Est-ce que vous pouvez me raconter cette étape? Alors, on a fait déjà un choix. Benjamin parlait de valeurs, hein, donc le potager du château de Menton, c'est un projet en permaculture. Du coup, on a certaines valeurs, il y a certaines choses qu'on s'interdit. Et du coup, un défrichage manuel était nécessaire. On aurait pu éradiquer toutes ces plantes envahissantes d'une autre manière. On a choisi de le faire de manière responsable et durable. Et du coup, effectivement, la première étape, ça a été un défrichage costaud, parce que encordé, on le voit dans les images, hein, donc du travail aérien sur corde. Ensuite, on a développé une bâche pour occulter la végétation. Choix, encore une fois, écologique, parce que c'est une façon d'affaiblir en fait les plantes envahissantes. On a fait le choix de la laisser pendant 1 an et demi en place. Pas moins, parce que sinon ça n'aurait pas été efficace, et pas plus, parce qu'après on affecte la biodiversité du site, donc ce n'est pas l'objet. Mais ça permet de reprendre, entre guillemets, la maîtrise de ce système, de cet écosystème, en fait. Et donc après, il a fallu aussi construire des terrasses, et vous avez fait le choix de planter des pommiers, variétés locales. Absolument, oui. Ouais. C'était important. Ça, vos élèves, ça leur parle aussi? Alors c'est important parce que ce sont des variétés locales et ce sont des variétés anciennes qu'on a tendance à oublier parce que on est tous dans la quête de productivité. Là, c'est pas le cas. On revient sur, encore une fois, cette valeur environnementale, écologique et de diversité écologique, justement. Donc la multitude de variétés choisies par Hugues sur ce projet permet d'apporter cette valeur de diversité d'espèces et donc de diversité biologique sur le site. Donc c'est important que les jeunes puissent voir des projets comme ça où on prend en compte toutes ces caractéristiques-là. Les jeunes et puis les futurs visiteurs, on va pouvoir se promener dans cet espace-là, manger les pommes du pommier? Je ne sais pas. Non, parce que comme le dit très justement Benjamin, il y a 2 missions au potager. Il y a une première mission de production, mais c'est pas l'enjeu premier. Le deuxième, c'est une communication, il y a une mission pédagogique, et dans l'installation, mais aussi dans la vie de ce système verger. Et du coup, c'est d'offrir aux visiteurs la possibilité de découvrir des anciennes variétés, Grand Alexandre de Savoie, Croissant de Boussy, etc. Enfin, des variétés vraiment locales de pommes. Est-ce que c'est une pomme à couteau? Est-ce que c'est une pomme à cidre? Est-ce que c'est une pomme à dessert? C'est découvrir des vieilles espèces, les voir, les goûter éventuellement, si on est assez productif. En fait, cette parcelle verger va devenir à terme un arboretum qui fera partie de la visite du château. Eh bien, ça donne envie en tout cas. Merci d'être venu nous en parler. J'ai hâte de découvrir tout Merci. ça au château de Menton. Merci à vous deux d'avoir été ce soir avec nous sur le plateau d'Accès Direct. Et donc, c'est la fin de ce numéro d'Accès Direct. Juste après la pub, c'est votre journal à 18h30. Si vous l'avez manqué, sur notre page Facebook, retrouvez ce soir le débat spécial élection municipale à Thonon-les-Bains. On se retrouve bien évidemment demain pour une nouvelle émission. Passez une très très belle soirée. Je suis désolée, c'est allé un petit peu plus vite.